Bienvenue dans ce voyage à travers l'un des cas les plus perturbants jamais enregistrés dans l'histoire de la Belgique. Avant de commencer, je vous invite à laisser dans les commentaires d'où vous nous regardez et l'heure exacte à laquelle vous écoutez cette narration. Nous sommes intéressés de savoir quels endroits et à quel moment de la journée ou de la nuit ces récits documentés. Arrive de 1889. Dans les Ardennes belges fut particulièrement rigoureux. La neige commença à tomber en novembre et ne cessa pas jusqu'en mars. Les forêts denses qui couvraient la région, avec leurs chênes centenaires et leurs hêtres imposants, se transformèrent en un labyrinthe blanc et silencieux. Les routes entre les villages devinrent impraticables pendant des semaines. Les communautés isolées dépendaient de leurs propres ressources pour survivre aux longs mois d'hiver. Le village de Saint-Hubert-des-Bois était l'un de ces endroits isolés. Situé dans une vallée profonde au cœur des Ardennes, à environ 40 km au sud-est de la ville de Bastogne, le village abritait 342 habitants selon le recensement officiel de 1888. C'était une communauté principalement agricole et forestière, vivant de l'élevage, de la culture de céréales dans les rares terres plates et de l'exploitation du bois des forêts environnantes. Saint-Hubert-des-Bois n'avait jamais été un... Il n'existait sur aucune route commerciale majeure. Il n'avait pas d'église historique remarquable, ni de château attirant les visiteurs. C'était simplement un endroit où des gens vivaient, travaillaient, naissaient et mouraient, génération après génération, dans une relative obscurité. Selon les archives de la province de Luxembourg, conservées aux archives de l'État belge à Arlon, sous la référence AEB Lux 1889-47, le village était gouverné par un bourgmestre nommé Émile Duchamp, un homme de 62 ans qui avait hérité la position de son père. Le village avait un médecin, le docteur Antoine Lebrun, qui servait également les hameaux voisins. Il y avait une petite école avec un instituteur, M. Jules Fontaine, qui enseignait à une trentaine d'enfants. Le curé de la paroisse était le père Michel Beaumont, un homme doux, dans la cinquantaine, qui avait servi Saint-Hubert-des-Bois pendant 23 ans. La vie au village suivait un rythme prévisible, dicté par les saisons. Les étés étaient courts mais intenses, avec de longues journées de travail dans les champs et les forêts. Les automnes apportaient les récoltes et la préparation pour l'hiver. Les hivers étaient longs et durs, avec la communauté se repliant sur elle-même, les familles se rassemblant autour des feux, racontant des histoires pour passer les longues nuits sombres. Le dernier contact documenté avec Saint-Hubert-des-Bois eut lieu le 15 janvier 1889. Ce jour-là, un colporteur nommé Henri Moreau arriva au village, transportant des marchandises sur une charrette tirée par un cheval. Moreau était un visiteur régulier, passant par le village environ une fois par mois pour vendre des articles que les villageois ne pouvaient pas produire eux-mêmes. Du sel, du sucre, des tissus, des outils métalliques, des médicaments simples. Dans sa déposition ultérieure aux autorités, datée du 28 février 1889, Moreau déclara « Le village semblait normal quand je suis arrivé vers midi. Les gens vaquaient à leurs occupations habituelles, malgré le froid intense. J'ai vendu mes marchandises comme d'habitude. J'ai passé la nuit à l'auberge du village, tenue par Madame Claudine Rousseau, une veuve d'âge moyen. Le lendemain matin, le 16 janvier, j'ai quitté le village vers 9 heures. Tout semblait parfaitement normal. Les gens me saluaient. Des enfants jouaient dans la neige. De la fumée sortait des cheminées. Moreau fut la dernière personne extérieure au village à voir les habitants de Saint-Hubert-des-Bois vivants. Le prochain visiteur prévu était le facteur régional, Monsieur Léon Petit.
qui desservait plusieurs villages de la région. Sa route l'incliquait de passer par Saint-Hubert-des-Bois le 25 janvier. Mais quand il arriva ce jour-là, il trouva quelque chose qui le terrifia. Le village était complètement silencieux. Aucune fumée ne sortait des cheminées. Aucun son n'animait les rues. Les portes et fenêtres de toutes les maisons étaient fermées. La neige dans les rues était vierge. Sans aucune trace de pas récent, Petit frappa à plusieurs portes, appelant les noms des habitants qu'il connaissait. Personne ne répondit. Il essaya d'ouvrir quelques portes, mais elles étaient toutes verrouillées de l'intérieur. Pris de panique, il se précipita vers l'église, pensant que peut-être toute la communauté était rassemblée là pour une raison quelconque. Mais l'église était également fermée et silencieuse. Terrifié par le silence anormal, Petit repartit immédiatement vers Bastogne pour alerter les autorités. Il arriva à la gendarmerie vers 15 heures, essoufflé et clairement bouleversé. Le brigadier en chef, Auguste Bertrand, écouta son récit avec scepticisme initial. Il était difficile de croire qu'un village entier puisse simplement disparaître. Mais Petit insista avec une telle conviction que Bertrand décida d'envoyer une patrouille pour vérifier. Le lendemain matin, 26 janvier, 4 gendarmes à cheval partirent pour Saint-Hubert-des-Bois, accompagnés de Petit qui servait de guide. Ils arrivèrent au village vers midi. Selon le rapport officiel rédigé par le sergent Victor Leblanc, ce qu'ils trouvèrent défiait toute compréhension. Le village était intact, mais complètement abandonné, écrivit Leblanc. Toutes les structures étaient en bon état. Il n'y avait aucun signe de violence, d'incendie ou de catastrophe naturelle. Mais il n'y avait absolument personne. Nous avons forcé l'entrée de plusieurs maisons. À l'intérieur, tout était en ordre. Les lits étaient faits. La vaisselle était propre et rangée. Les vêtements étaient pliés dans les armoires. C'était comme si les habitants étaient simplement sortis pour une courte promenade et n'avaient jamais été revenus. Plus étrange encore, dans plusieurs maisons, les gendarmes trouvèrent des repas préparés sur les tables, non consommés. Dans une maison, un ragoût était encore dans une marmite au-dessus d'un feu éteint depuis longtemps. La nourriture gelée solide. Dans une autre, du pain fraîchement cuit était posé sur la table de la cuisine, également gelé dur. À l'école, le sergent Leblanc trouva les pupitres arrangés comme si une classe était sur le point de commencer. Des ardoises avec des exercices d'écriture étaient posées sur certains pupitres. Les livres de l'instituteur étaient ouverts sur son bureau, mais il n'y avait ni enfants ni enseignants. À l'église, ils trouvèrent quelque chose de particulièrement troublant. Les bancs étaient arrangés normalement, mais sur l'autel, il y avait quelque chose qui ne devrait pas être là. 13 bougies noires étaient disposées en cercle parfait, toutes consumées jusqu'à la base. Au centre du cercle, il y avait un livre que le père Beaumont n'aurait jamais dû posséder. Un grimoire ancien avec une couverture en cuir noir et des pages jaunies remplies de symboles que personne dans la patrouille ne pouvait identifier. Le sergent Leblanc, catholique pratiquant, fut profondément troublé par cette découverte. Ce livre sentait vieux et pourri, écrivit-il dans son rapport. Les symboles sur ces pages semblaient bouger quand je les regardais, bien que je sois certain que c'était une illusion causée par la lumière vacillante de nos lanternes. J'ai refermé le livre et l'ai emporté comme preuve. La patrouille fouilla le village pendant 3 heures, vérifiant chaque bâtiment, chaque grange, chaque structure. Ils ne trouvèrent aucun être humain vivant. Ils ne trouvèrent aucun corps. Les 342 habitants de Saint-Hubert-des-Bois avaient simplement disparu. Mais ils trouvèrent quelque chose d'autre. À la lisière du village, là où la forêt commençait, il y avait des traces dans la neige, des centaines d'empreintes de pas, toutes menant vers la forêt. Hommes, femmes, enfants,
Tous semblaient avoir marché ensemble vers les arbres. Les traces étaient étrangement ordonnées, presque comme une procession, et elles ne revenaient jamais. Le sergent Leblanc et ses hommes suivirent les traces aussi loin qu'ils le pouvaient. Elles s'enfonçaient profondément dans la forêt dense, toujours dans la même direction, toujours avec cette qualité ordonnée et délibérée. Mais après environ 2 kilomètres, les traces disparaissaient simplement. Pas progressivement, mais brusquement, comme si les 342 personnes avaient simultanément cessé de marcher et avaient été soulevées dans les airs. Nous nous sommes arrêtés à cet endroit et avons regardé autour de nous, écrivit Leblanc. Nous étions au cœur de la forêt, entourés d'arbres centenaires. Le silence était absolu. Pas de vent, pas d'oiseaux, pas un son. Et soudainement, nous avons tous ressenti la même chose. Nous n'étions pas seuls. Quelque chose nous observait des ombres entre les arbres. Les hommes, tous des vétérans expérimentés, étaient visiblement nerveux. L'un d'eux, le gendarme Marcel Durand, jura qu'il avait vu des silhouettes bouger entre les arbres. Mais quand nous regardions directement, il n'y avait rien. Nous sommes retournés au village avant la tombée de la nuit. Aucun de nous ne voulait être dans cette forêt après le coucher du soleil. La nouvelle de la disparition du village se répandit rapidement à travers la Belgique. Les journaux titrèrent « Village fantôme dans les Ardennes et 342 personnes disparues, sans trace ». L'affaire devint une sensation nationale, attirant l'attention non seulement du public, mais aussi des autorités au plus haut niveau. Le gouverneur de la province de Luxembourg, M. Charles Van de Werve, ordonna une enquête approfondie. Une équipe de 50 gendarmes, accompagnée de médecins légistes et d'experts criminels, fut envoyée à Saint-Hubert-des-Bois. Ils passèrent 2 semaines à fouiller méthodiquement le village et les forêts environnantes. L'enquête révéla plusieurs détails troublants. Premièrement, il n'y avait absolument aucun signe de lutte ou de violence dans le village. Rien n'indiquait que les habitants avaient été forcés de partir contre leur volonté. Deuxièmement, presque toutes les possessions des villageois étaient restées sur place. L'argent était encore dans les coffres. Les bijoux de famille étaient dans leurs écrins. Les animaux de ferme étaient encore dans leurs étables, affamés mais vivants. Troisièmement, et peut-être le plus étrange, plusieurs témoins indépendants parmi les enquêteurs rapportèrent avoir entendu des sons inhabituels venant de la forêt pendant la nuit. Des chants, disaient-ils, dans une langue qu'aucun d'eux ne reconnaissait. Des tambours battant un rythme lent et hypnotique. Des rires qui ne semblaient pas tout à fait humains. Le docteur François Moreau, un aliéniste de Bruxelles qui faisait partie de l'équipe d'enquête, interrogea les habitants des villages voisins. Ce qu'il découvrit ajouta une nouvelle dimension troublante au mystère. Plusieurs personnes des communautés environnantes rapportèrent avoir vu des lumières étranges au-dessus de Saint-Hubert-des-Bois dans les nuits précédant la disparition. C'étaient comme des étoiles qui dansaient, déclara une fermière d'un hameau à 5 kilomètres de distance. Elles bougeaient en cercle au-dessus du village, changeant de couleur du blanc au rouge au vert. Mon mari et moi les avons regardées pendant presque 1 heure avant qu'elles ne disparaissent soudainement. Un bûcheron qui travaillait dans la forêt près de Saint-Hubert-des-Bois rapporta avoir entendu des sons étranges la semaine avant la disparition. C'était comme si la forêt elle-même respirait, dit-il. Un son profond et rythmé qui semblait venir de partout et de nulle part à la fois. Les animaux se comportaient bizarrement aussi. Les oiseaux restaient silencieux. Les cerfs et les sangliers évitaient certaines zones de la forêt qu'ils fréquentaient normalement. Plus troublants encore furent les témoignages concernant le père Beaumont. Plusieurs personnes qui l'avaient connu décrivaient un changement dans son comportement dans les mois précédant la disparition. Il était devenu distant, déclara une femme d'un village voisin qui assistait parfois aux messes à Saint-Hubert-des-Bois. Il parlait de révélations, de vérités anciennes cachées dans les profondeurs de la terre.
Ces sermons devenaient étranges, remplis de références à des choses qui ne sont pas dans la Bible. Plusieurs paroissiens étaient mal à l'aise. Le grimoire, trouvé sur l'autel de l'église, fut examiné par plusieurs experts. Le professeur Émile Durand de l'Université libre de Bruxelles, spécialiste des textes médiévaux, passa une semaine à étudier le livre. Son rapport final était dérangeant. Ce texte est très ancien, probablement du XIIIe siècle, bien que certaines sections semblent avoir été ajoutées plus tard, écrivit le professeur Durand. Il est rédigé en un mélange de latin médiéval, de vieux français, et d'une langue que je ne peux pas identifier. Le contenu concerne ce que l'on pourrait appeler des rituels de convocation ou d'invocation. Il fait référence à des entités anciennes qui existeraient dans les profondeurs de la terre, dans les lieux sombres éloignés de la lumière du soleil. Plus spécifiquement, il décrit un rituel qui peut être effectué pendant les nuits les plus sombres de l'Hiver pour ouvrir un passage vers le royaume de ces entités. Le rituel nécessite un groupe de participants volontaires qui doivent marcher ensemble dans la forêt, guidés par celui qui connaît le chemin. Une fois le passage ouvert, ils peuvent entrer dans ce royaume et, selon le texte, atteindre une forme de transcendance ou d'illumination. Je dois souligner que ceci est clairement un texte hérétique et potentiellement dangereux. Comment il est arrivé en possession d'un prêtre catholique dans un village isolé des Ardennes reste un mystère complet. Le livre fut confisqué et placé dans les archives secrètes de l'Église catholique en Belgique. Il n'a jamais été rendu public et sa localisation actuelle est inconnue. L'enquête officielle se poursuivit pendant 6 mois. Des centaines de témoins furent interrogés. Chaque centimètre du village fut examiné. Des équipes fouillèrent la forêt dans un rayon de 20 km. Des experts en diverses disciplines, de la criminologie à la géologie en passant par la psychiatrie, furent consultés. Aucun corps ne fut jamais trouvé. Aucune preuve concluante de ce qui était arrivé aux 342 habitants ne fut découverte. En juillet 1889, l'enquête fut officiellement close. Le rapport final, signé par le procureur général de la province, concluait simplement: en l'absence de preuves physiques et face à l'impossibilité d'établir ce qui est arrivé aux habitants de Saint-Hubert-des-Bois, cette affaire doit être classée comme non résolue. Il est recommandé que le village soit maintenu sous surveillance et que l'acte soit officiellement dissous. Les familles des disparus, la plupart vivant dans d'autres parties de la Belgique, furent dévastées. Sans corps, ils ne pouvaient pas organiser de funérailles appropriées. Sans preuve de décès, de nombreuses questions légales concernant les héritages et les propriétés restèrent en suspens pendant des années. Saint-Hubert-des-Bois fut officiellement abandonné. Les bâtiments furent laissés tels quels, se détériorant lentement avec le temps. La nature commença à reprendre le village. Des vignes grimpèrent sur les murs, des arbres poussèrent dans les rues. En une décennie, le village ressemblait plus à des ruines anciennes qu'à un endroit où des gens avaient vécu récemment. Mais l'étrangeté ne s'arrêta pas avec la disparition. Au fil des années, des incidents inhabituels continuèrent de se produire dans et autour du village abandonné. En 1892, 3 chasseurs qui traquaient un sanglier s'entrèrent trop profondément dans la forêt et se retrouvèrent aux ruines de Saint-Hubert-des-Bois au crépuscule. Ils décidèrent de passer la nuit dans l'une des maisons, encore relativement intactes. Au milieu de la nuit, ils furent réveillés par des sons de voix et de pas à l'extérieur. Regardant par la fenêtre, ils jurèrent avoir vu des silhouettes se déplaçant entre les bâtiments en ruine, portant des lanternes qui émettaient une lumière verdâtre. Il y en avait des dizaines, rapporta l'un des chasseurs, un homme nommé Jean Dufour, au journal local. Il marchait en file ordonnée, comme une procession.
Nous ne pouvions pas voir leur visage clairement, mais quelque chose dans leur manière de bouger était terriblement mauvais. Nous sommes restés cachés jusqu'à l'aube. Au matin, il n'y avait aucune trace dans la neige fraîche. Mais nous savions ce que nous avions vu. En 1897, un géologue du gouvernement belge, nommé Dr Albert Rousseau, fut envoyé dans la région pour étudier les formations rocheuses. Ses recherches l'amènent près de Saint-Hubert-des-Bois. Dans son journal personnel, découvert après sa mort en 1934, il écrivit sur une découverte troublante. « J'ai trouvé une caverne à environ 3 km des ruines du village. L'entrée était partiellement cachée par la végétation, comme si elle n'avait pas été visitée depuis longtemps. Mais quand j'ai éclairé l'intérieur avec ma lanterne, j'ai vu quelque chose qui m'a glacé le sang. Les murs de la caverne étaient couverts de symboles gravés, similaires à ceux que j'avais vus dans les rapports sur le grimoire trouvé dans l'église du village. Plus profondément dans la caverne, j'ai trouvé ce qui semblait être un autel naturel en pierre. Autour de cet autel, arrangé en cercle parfait, il y avait des objets, des vêtements déchirés, des médailles religieuses, des jouets d'enfants, des centaines d'objets, tout couverts de poussière et de toiles d'araignée. Et au centre de l'autel, il y avait un livre. Le même grimoire que celui trouvé dans l'église, ou un exemplaire identique. Mais le plus terrifiant était ce que j'ai ressenti dans cette caverne, une présence, quelque chose d'ancien et affamé qui m'attendait dans l'obscurité au-delà de la portée de ma lanterne. J'ai pris le livre et je suis sorti aussi vite que possible. Je ne suis jamais retourné à cet endroit. Le livre est maintenant caché chez moi. J'aurais dû le brûler, mais une partie de moi veut comprendre. Que Dieu me pardonne. Le docteur Rousseau ne parla jamais publiquement de sa découverte. Le livre qu'il avait pris de la caverne disparut après sa mort. Sa famille affirma n'avoir jamais vu un tel livre parmi ses possessions. En 1903, un journaliste audacieux du journal Le Soir de Bruxelles, nommé Michel Laurent, décida d'investiguer le cas de Saint-Hubert-des-Bois pour une série d'articles. Il passa une semaine dans la région, interrogeant des gens et explorant les ruines du village. Sa série d'articles, publiée en mai 1903, fut sensationnelle, mais aussi étrangement incomplète. Laurent décrivit en détail l'histoire de la disparition et les théories qui avaient émergé au fil des ans. Mais le 5e et dernier article de la série ne fut jamais publié. Laurent rentra à Bruxelles et démissionna du journal sans explication. Des années plus tard, sur son lit de mort en 1928, Laurent confia à un prêtre ce qui s'était réellement passé. Le prêtre, le père Antoine Mercier, nota cette confession dans son journal personnel. « Monsieur Laurent m'a dit qu'il était resté une nuit dans le village abandonné, malgré les avertissements des locaux. Il voulait ressentir l'atmosphère de l'endroit, comprendre ce qui aurait pu se passer. Vers minuit, il entendit de la musique venant de la forêt, une mélodie étrange jouée sur des instruments qu'il ne pouvait pas identifier. Puis il vit des lumières se déplaçant entre les arbres. Poussé par la curiosité, il suivit les lumières dans la forêt. Il marcha pendant ce qui lui sembla des heures, toujours plus profond, toujours guidé par les lumières dansantes. Finalement, il arriva à une clairière où il vit quelque chose qui brisa son esprit. Il ne voulait pas décrire exactement ce qu'il avait vu. Il dit seulement que dans la clairière, il y avait une ouverture dans le sol, comme une bouche béante dans la terre. Et de cette ouverture sortaient des choses,
des formes qui étaient presque humaines. Mais pas tout à fait. Et parmi ces formes, il reconnut des visages. Les visages des gens de Saint-Hubert-des-Bois, conservés comme ils étaient le jour de leur disparition, mais leurs yeux étaient vides et noirs. Ils le virent. Ils commencèrent à marcher vers lui, tendant les bras, appelant son nom dans des voix qui ressemblaient à celles d'hommes et de femmes, mais qui portaient quelque chose d'horrifiant et d'antique. Il s'enfuit. Il courut à travers la forêt jusqu'à ce que ses poumons brûlent et que ses jambes le portent à peine. Quand il émergea finalement de la forêt à l'aube, il était à plus de 15 kilomètres du village. Il ne retourna jamais dans les Ardennes. Il ne parla jamais de ce qu'il avait vu. Mais les cauchemars ne le quittèrent jamais. Jusqu'à la fin, il vit leurs visages dans ses rêves, les appelant à revenir, à se joindre à eux dans les profondeurs. Les décennies passèrent. Le XXe siècle apporta 2 guerres mondiales à la Belgique. Les Ardennes, terrain de bataille féroce pendant la bataille des Ardennes en 1944-1945, virent de nouvelles horreurs qui éclipsèrent temporairement les vieux mystères. Mais même pendant la guerre, des soldats rapportèrent des expériences étranges dans la forêt. Des patrouilles qui s'entraient trop profondément et trouvaient les ruines d'un village qui n'existait sur aucune carte militaire. Des sentinelles qui juraient avoir vu des processions fantomatiques dans les bois pendant les nuits sans lune. Après la guerre, quand la Belgique se reconstruisait, quelques chercheurs revisitèrent le cas de Saint-Hubert-des-Bois. En 1956, un historien de l'Université de Liège nommé Dr Pierre Delacroix obtint l'accès aux archives gouvernementales concernant l'affaire. Ce qu'il découvrit le troubla profondément. Il y avait des documents qui n'avaient jamais été rendus publics, écrivit-il dans une lettre à un collègue. Des rapports médicaux sur les quelques enquêteurs qui avaient passé des nuits prolongées près du village et qui avaient développé des symptômes psychiatriques. Des témoignages de personnes qui affirmaient avoir vu des membres de leur famille disparus, marchant dans la forêt des années, après 1889. Des photographies prises dans les années 1920 montrant les ruines du village avec des silhouettes indistinctes visibles dans les fenêtres brisées. Le docteur Delacroix planifiait une expédition au site de Saint-Hubert-des-Bois pour mener sa propre investigation. Mais 2 jours avant le départ prévu, il mourut d'une crise cardiaque massive à l'âge de 42 ans, sans antécédent de problème cardiaque. Sa femme rapporta qu'il avait passé la nuit précédente à parler dans son sommeil, répétant sans cesse « Ils veulent que je vienne. Ils veulent que nous venions tous. » Dans les années 1970, avec l'augmentation de l'intérêt pour le paranormal et les mystères non résolus, Saint-Hubert-des-Bois devint un lieu de pèlerinage pour les enthousiastes de l'occulte et les chasseurs de fantômes. Le gouvernement belge, préoccupé par les accidents potentiels et le vandalisme, déclara la zone officiellement interdite au public en 1974. Des panneaux d'avertissement furent érigés à tous les points d'accès à la forêt, entourant l'ancien village. Des patrouilles forestières furent chargées de dissuader les visiteurs. Mais malgré ces mesures, des gens continuaient d'essayer d'atteindre le site. Certains revenaient avec des histoires de phénomènes étranges. D'autres ne revenaient jamais. Entre 1974 et 2010, au moins 12 personnes disparurent dans la forêt autour de Saint-Hubert-des-Bois. Certaines furent retrouvées, désorientées mais vivantes, à des kilomètres de là où elles étaient entrées. 3 ne furent jamais localisées. En 1989, exactement 100 ans après la disparition originale, un groupe de parapsychologues de l'Université de Gand obtint une permission spéciale pour mener une investigation scientifique sur le site. L'équipe de 5 chercheurs installa des équipements pour mesurer les champs électromagnétiques, les changements de température et d'autres anomalies potentielles. Pendant 3 nuits, ils ne détectèrent rien d'inhabituel. Mais la 4e nuit, le 15 janvier 1989, exactement 100 ans jour pour jour, après la dernière visite du colporteur Moreau,
Leurs équipements enregistrèrent des anomalies massives. Le docteur Mark Verhegen, le chef de l'équipe, décrivit plus tard l'expérience dans un rapport qui ne fut jamais officiellement publié, mais qui circula parmi les chercheurs en paranormal. À minuit précis, tous nos instruments se déréglèrent simultanément. Les détecteurs de champs électromagnétiques indiquèrent des lectures si élevées qu'elles auraient dû être mortelles pour toute personne présente. Les thermomètres montrèrent une chute de température de 20 degrés en quelques secondes. Et puis nous avons entendu la musique. Elle venait de la forêt, se rapprochant progressivement. Une mélodie jouée sur des instruments anciens, accompagnée de chants dans une langue que personne de nous ne connaissait. Nous avons allumé nos torches et regardé vers la lisière de la forêt. Ce que nous avons vu nous a fait fuir. Des silhouettes sortaient des arbres, des dizaines, des centaines. Elles marchaient en procession ordonnée, portant des lanternes qui émettaient une lumière verdâtre, maladive. Nous ne pouvions pas voir leur visage clairement, mais nous savions, d'une manière qui dépassait la simple logique, que ce n'étaient pas des gens vivants. Nous avons couru vers nos véhicules, abandonnant tout notre équipement. Quand nous sommes revenus le lendemain avec des autorités et des renforts, tout notre matériel avait disparu. Les tentes, les instruments, les enregistreurs, tout. Il n'y avait aucune trace de notre campement. C'était comme si nous n'avions jamais été là. Après cet incident, les autorités belges renforcèrent encore l'interdiction. La zone autour de Saint-Hubert-des-Bois fut déclarée réserve naturelle stricte. L'entrée devint une infraction pénale sévère. Des caméras de surveillance furent installées aux points d'accès principaux. Mais même avec ces mesures, des incidents continuèrent. Des gardes forestiers rapportèrent régulièrement des sons étranges venant de la forêt profonde, des lumières inexpliquées vues entre les arbres. Des moments où la forêt entière semblait devenir silencieuse, tous les sons normaux de la vie sauvage cessant simultanément. Un garde nommé Thomas Beaumont, qui travailla dans la région de 2005 à 2015, me raconta son expérience lors d'une interview en 2016. J'ai passé 10 ans à patrouiller ces forêts. J'ai vu des choses que je ne peux pas expliquer, des nuits où les arbres semblaient se déplacer, se réarrangeant en patterns différents. Des endroits où ma boussole tournerait en cercle fou. Une fois, j'ai trouvé un cercle parfait dans la neige, d'environ 10 mètres de diamètre, complètement vide de neige, alors qu'il avait neigé toute la nuit. Et au centre de ce cercle, il y avait une vieille médaille religieuse datant probablement du 19e siècle. La pire expérience fut une nuit de janvier 2012. J'étais dans mon poste de garde quand j'ai entendu quelqu'un appeler mon nom. Une voix de femme, très douce, presque musicale. Elle m'appelait depuis la forêt. Je connaissais toutes les règles, toutes les histoires. Je savais que je ne devais pas répondre, ne pas aller voir. Mais la voix était si convaincante. Elle promettait des réponses. Elle promettait de me montrer la vérité. J'ai dû me retenir physiquement, m'agrippant à la table de mon poste. La voix a continué pendant des heures, devenant progressivement moins humaine, plus désespérée. Puis, finalement en colère. Quand elle s'est finalement arrêtée juste avant l'aube, j'ai trouvé des marques de griffes sur la porte extérieure de mon poste. Des griffures profondes dans le bois épais, comme si quelque chose avait essayé d'entrer. J'ai démissionné la semaine suivante. Certains endroits ne sont pas faits pour les vivants. Saint-Hubert-des-Bois est l'un d'eux. Aujourd'hui, le site de l'ancien village est presque impossible à trouver. La forêt l'a complètement englouti. Sans guide ou coordonnées GPS précises, même les chercheurs les plus déterminés se perdraient dans le labyrinthe d'arbres et de ravines. Mais parfois, des randonneurs qui ne connaissent pas l'histoire s'enfoncent trop profondément dans la forêt. Et parfois,
Ils trouvent quelque chose. Des fondations de pierre couvertes de mousse. Des morceaux de bois pourris qui furent autrefois des portes ou des meubles. Une croix de fer rouillée marquant ce qui fut le cimetière du village. Et parfois, ils rapportent autre chose. Des sensations d'être observés, des chuchotements dans une langue inconnue, des aperçus de silhouettes se déplaçant entre les arbres qui disparaissent quand on les regarde directement. La plupart rien de ces expériences plus tard, les attribuant à l'imagination et aux ombres jouant des tours. Mais certains ne peuvent jamais oublier. Certains commencent à rêver de la forêt, d'entendre la musique qui appelle, de voir la procession qui marche éternellement vers les profondeurs. Alors que s'est-il réellement passé à Saint-Hubert-des-Bois en janvier 1889 342? Personnes ont-elles vraiment marché volontairement dans la forêt vers leur mort? Ou vers quelque chose de pire que la mort? Les explications rationnelles ont toutes été proposées au fil des ans. Une épidémie de folie collective. Une épidémie de folie collective. Un suicide de masse organisé par un prêtre devenu fou. Un crime organisé, élaboré, qui n'a jamais été résolu. Des accidents naturels qui ont dispersé les corps au-delà de toute possibilité de récupération. Mais aucune de ces explications ne tient compte de tous les faits. Les processions fantomatiques vues pendant des décennies après, les sons inexpliqués, les lumières étranges, le grimoire et ses rituels obscurs, le pattern de phénomènes qui continue même maintenant, plus d'un siècle plus tard. Peut-être que la vérité est que nous ne sommes pas censés comprendre. Peut-être que certains mystères existent pour nous rappeler que le monde contient encore des choses qui dépassent notre compréhension. Des choses anciennes qui attendaient avant que les humains ne marchent sur ces terres. Des choses qui attendent encore. Les Ardennes belges restent l'une des forêts les plus denses et les plus mystérieuses d'Europe. Des milliers de kilomètres carrés de nature sauvage où un homme pourrait se perdre et ne jamais être retrouvé. Un endroit où le moderne et l'ancien se rencontrent, où les légendes du passé ne sont jamais complètement mortes. Et quelque part dans ces forêts, enfoui sous la croissance de plus d'un siècle, se trouve le village de Saint-Hubert-des-Bois, ses rues vides, ses maisons effondrées, son église avec son autel abandonné, attendant, toujours attendant. Car si les histoires sont vraies, si les témoignages de tant de personnes au fil des ans contiennent, ne serait-ce qu'une graine de vérité, alors peut-être que le passage ouvert cette nuit de janvier 1889 n'a jamais été fermé. Peut-être que la procession continue encore dans un lieu qui existe à côté d'une autre, mais pas exactement dedans. Un lieu où 342 âmes marchent éternellement, cherchant quelque chose qu'elles n'ont jamais trouvé, ou peut-être cherchant d'autres pour les rejoindre dans leur quête sans fin. Si vous visitez les Ardennes belges, si vous randonnez dans leurs forêts profondes et anciennes, faites attention. Faites attention aux sons qui ne correspondent pas aux bruits normaux de la forêt. Faites attention aux lumières qui se déplacent entre les arbres sans source visible. Faites attention aux voix qui appellent votre nom dans la nuit. Et si vous trouvez des ruines de pierres couvertes de mousse, des fondations qui suggèrent qu'un village se trouvait autrefois là, partez. Partez immédiatement. Ne restez pas pour explorer. Ne cherchez pas à comprendre, car certains endroits portent des histoires trop sombres pour être entièrement révélées. Certains mystères ne devraient jamais être résolus, et certaines portes, une fois ouvertes, ne peuvent jamais être complètement fermées. 342 personnes marchèrent dans la forêt en janvier 1889. Aucune n'est jamais revenue. Mais si les histoires sont vraies, elles ne sont jamais vraiment parties non plus. Elles sont toujours là, quelque part entre le monde que nous connaissons et celui que
nous ne pouvons que craindre. Marchant leur procession éternelle, chantant leurs chants dans une langue oubliée, attendant, toujours attendant. Et si vous écoutez très attentivement dans le silence de la forêt profonde, peut-être que vous les entendrez aussi. La musique qui ne s'arrête jamais, les pas qui ne cessent jamais, les voix qui appellent toujours, attendant que quelqu'un d'autre se joigne au bal sans fin.